Okay, once again, good evening and welcome everyone. It's a great pleasure to have a room full of people to discuss what we have to discuss Bonjour tout le monde, today. c'est un plaisir de vous accueillir dans cette salle. Je suis Madame Romero, je suis responsable de finances pour Eurodad, le réseau, et je suis absolument ravie de vous accueillir à cet événement qui va s'intéresser à l'aide au développement. Nous avons plusieurs intervenants avec nous aujourd'hui. Je les remercie pour leur présence et nous sommes impatients de pouvoir aborder ce débat avec notre panel, mais également avec toutes les personnes qui assistent à cet événement puisque nous sommes en modalité hybride. Et donc, nous allons pouvoir démarrer prochainement. D'autres collègues se connecteront donc en ligne. Nous avons un service d'interprétation simultanée en français et en espagnol, de sorte que si vous souhaitez nous suivre dans l'une de ces langues, n'hésitez pas à choisir le canal qui vous convient. Je vous invite aussi à poser les questions que vous souhaitez grâce à la section questions-réponses. Si vous souhaitez réagir, je serais ravie de voir que les interactions sont dynamiques dans cette salle. Nous voulons que cette séance soit une séance de réseautage. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin. Je vais donc présenter notre panel. D'abord, la responsable de l'aide au développement international, c'est une notion qui est peut-être un petit peu, bon, c'était inévitable, même si beaucoup savent de quoi il s'agit. Cela va nous mener à faire différentes réflexions. Il y a donc les pays, les bailleurs qui engagent des questions budgétaires. Nous avons le Royaume-Uni, les États-Unis aussi, qui ont modifié leurs modalités, cela qui fait que cela affecte le Sud global d'une façon dramatique avec la fermeture de certaines structures éducatives, sanitaires, etc., ce qui est justement l'objet des questions de l'aide au développement. Dans certains cas, il y a eu vraiment des questions de repriorisation dues à des facteurs géopolitiques qui ont été motivés par des intérêts mutuels. Et cela nous mène à sortir de notre responsabilité historique et cela a trouvé un reflet dans des changements concrets pour bien des pays depuis déjà plusieurs années. Il y a eu un changement important de ce que l'on appelle l'aide, puisque l'impact a été très, très important sur la qualité et la quantité des ressources dans le Sud global. Cela dit, l'année 2026 va être une année charnière pour réfléchir à tout ceci après une année de profonde crise de l'aide au développement international. Il y a un stress multilatéral, des situations de détresse dans le monde entier et il faut donc réinventer la manière dont tout ceci peut être livré, cette aide peut être livrée. Nous sommes ravis d'avoir ce panel autour de nous pour pouvoir voir comment articuler les missions d'un système juste et responsable de coopération internationale.
Et il y a aussi le lancement de ce rapport qui nous parle de cette réforme de l'aide publique au développement. Et c'est le premier élément rétrospectif provenant des organisations de la société civile et qui nous permet de transmettre un certain nombre de messages à travers ce rapport, à travers ce panel aussi. Cela nous permet de tirer les leçons de différentes expériences pour informer et venir enrichir nos débats. Je vais donc maintenant lancer la discussion du panel. Et donc, à ma gauche, nous avons un responsable de politique et de plaidoyer à Rodad. Et à ma droite, il y a Jean Van Vetter, qui est PDG de Enabel, l'agence belge de coopération internationale. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Martha Bekele, qui est responsable de transformation et développement. Elle sera en ligne avec nous. Merci Martha de vous être connectée à cette réunion. Je sais qu'il est un petit peu plus tard dans votre pays. Donc, nous apprécions d'autant plus votre mobilisation envers l'événement de cet après-midi. Et puisque tout consiste à avoir un parcours collaboratif. Donc, merci Martha. Nous avons aussi Ruth Faber, qui est PDG de EU Code et membre du comité de Concorde. Et donc, commençons avec notre panel. Et pour configurer un peu le contexte de ce rapport et puis savoir un petit peu où on est en termes de coopération-développement. Alors, le rapport passe en revue évidemment le processus de modernisation de l'aide publique au développement et pourquoi est-ce que cela était important de réviser ce processus? Quelles sont les conclusions que l'on peut en tirer en qualité, en quantité, en termes de gouvernance? Et donc, quelle est la voie que l'on va suivre? Qu'est-ce que l'on peut faire pour bénéficier d'une aide au développement? Oui. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Merci à tout le monde de cette présence. Et donc, merci d'avoir présenté aussi ce rapport. C'est vrai qu'il s'agit d'un effort collectif avec beaucoup de contributions de différentes personnes, dont certaines se trouvent à cette table. Un rapport très approfondi avec beaucoup d'expertise au-delà de la mienne propre. Alors, pour commencer, en Espagne, je dois dire que, bon, je vais essayer de pas trop lire mes notes, et je crois que c'est une présentation qui ne va pas se faire par image avec des diapositives, etc. Mais cela n'empêche pas que c'est un rapport basé sur des données probantes qui, nous permettent d'approfondir, si vous voulez, notre réflexion. Alors d'abord, peut-être à titre d'anecdote, et j'aimerais parler des résultats des négociations et des résultats qui ont permis d'avoir des informations sur les flux, sur les canaux et entre les différents pays. Il semble que maintenant nous sommes à un bon moment pour regarder en arrière, savoir quelles sont les mesures qui ont fonctionné, quels sont les éléments de mobilisation, les efforts déployés, savoir un petit peu où on en est, les différentes géographies, etc. Et donc c'est un petit peu des pensées introductives, on va dire, à cette réflexion pour connaître les tendances. Et ça renforce l'idée qu'il faut se pencher sérieusement sur la question de l'aide au développement. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde en arrière, on peut avoir des éléments d'analyse et puis on peut mieux comprendre ce processus de modernisation. Et donc, c'était un petit peu la base du rapport que nous avons
eu pour cette initiative. Du point de vue pratique, peut-être plus réaliste, eh bien, c'est vrai que c'est un moment où l'aide au développement se trouve eh bien, une période difficile. Après une période de stabilité, on va dire, il y a eu de grandes coupes qui ont été effectuées et on a l'impression que la crise que le mot crise a proliféré et a tout envahi, ce qui fait qu'il faut eh bien changer d'approche et éventuellement eh bien voir comment on peut aborder l'avenir de l'aide au développement et ma contribution à ce débat, eh bien c'est un petit peu cette dualité de regarder en arrière pour savoir d'où l'on vient et regarder en avant pour savoir où est-ce qu'on veut aller. Alors les rétrécissements les coupes budgétaires dont j'ai déjà parlé, puisque beaucoup de pays réduisent, les bailleurs réduisent leur budget aux États-Unis, en Europe, etc. On a vu énormément de réductions budgétaires qui ont été imposées. Cette année, l'OCDE prévoit de procéder à des coupes de plus de 10%, ce qui fait que il va falloir trouver d'autres manières de gérer l'aide, probablement de manière interne. Et c'est vrai que il y a plusieurs exemples de choses qui se sont passées auprès des bailleurs. Euh, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais cela a un très grand impact. Actuellement, il va falloir en tenir compte pour prioriser toutes les actions. Dans le même temps, nous devons explorer les différentes voies. Il y a une crise existentielle, une montée en puissance des conflits dans le monde entier. Et la crise du surendettement dans le sud global aussi fait partie des grands éléments de notre analyse. Et l'année dernière, j'aimerais ajouter aussi qu'il y a plusieurs niveaux qui ont été vus. Donc, avant le début du déclin amorcé en 2024, eh bien, il y avait déjà des choses qui atteignaient le sud global. Il y avait des éléments transfrontières. Il y avait énormément de choses et en fait, les systèmes sont soumis aux contraintes, au stress et les pays qui ont le plus besoin, eh bien, vraiment, subissent toutes les conséquences de ce qui se passe. Le processus de modernisation, eh bien, essentiellement, les règles du changement se sont intensifiées depuis une dizaine d'années. Ce sont des changements qui façonnent notre voie à suivre à l'avenir et notre façon d'agir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, il y a eu un très grand nombre de changements du fait de cette perspective de modernisation, surtout l'introduction notamment du système fondé sur l'équivalent subvention qui a été instauré et qui a eu une très grande influence. Il est vrai que cela a perturbé la citoyenneté parce que cela n'était pas. C'était difficile à prévoir. Il y a eu une recrudescence du financement par prêt aussi, qui a été vraiment un changement fondamental. Ensuite, deuxième élément, il y a eu un changement des différents instruments utilisés sur le plan financier qui ont permis donc de façonner le panorama est maintenant fondé sur la finance privée, le financement privé plus exactement, plutôt que les éléments concessionnels plus traditionnels. Et ça, c'était un grand changement que beaucoup de bailleurs ont pu observer. Les différents pays, les différents secteurs, puisque l'on recherche eh bien, un risque moindre. Cela a changé véritablement les règles. Il y a eu aussi les coûts liés à l'accueil de réfugiés, notamment. On n'a pu se rendre compte que
il n'y avait pas vraiment de pratique fixe par rapport à la manière de gérer ces questions de coûts. Certains pays donnent des informations par rapport à leur manière de procéder, d'autres moins. Mais il est vrai que il y a eu des questions de coûts de sécurité, des critères d'éligibilité qui ont été clarifiés. Et, et puis aussi les changements par rapport à ce système que je mentionnais il y a quelques instants, fondé sur l'équivalent subvention. Et donc, il y a eu des ajustements techniques qui ont été faits, qui continuent à se produire, mais c'est vrai que cela affecte la logique de l'aide publique au développement. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui, au niveau de l'aide au développement, vont plus dans la faveur des intérêts des bailleurs. Et l'aide n'est pas complètement acheminée vers les pays qui en ont besoin. Et donc, ces 15 dernières années, avant le début du processus de modernisation, on a pu voir un certain nombre de tendances. Il y a eu des grands bailleurs, les institutions de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Japon, de Belgique, etc. Et il en manque une. Bon, les 6 plus grands, on va dire, avec des questions de rotation en termes de volume, en termes d'allocation sur les différentes zones géographiques, les différentes parties, avec qu'il y a différents programmes qui veulent eh bien, essayer de gérer les impacts qui sont observés, voir comment on peut eh bien, avancer dans le processus, avec quel va être le changement des règles. Et les grandes conclusions du rapport, c'est qu'il a fallu repenser le traitement avec les bailleurs et tenir compte du développement économique dans les pays en développement. On voit que cela commence à prendre forme, notamment la passerelle Global Gateway peut servir d'appui. Alors, c'est vrai que on ne sait pas vraiment quelle est la part de l'aide au développement qui arrive dans les pays bénéficiaires qui en ont besoin. Et ça, c'est un problème, ce qui fait que si on regarde les chiffres, on peut avoir différents discours. Certains chiffres, par exemple, si on ajoute les coûts par rapport aux questions à l'accueil des réfugiés ou des demandeurs d'asile, ou pas, on voit des tendances où peut-être les flux ne reflètent pas exactement la réalité et les chiffres sont quelque part gonflés, j'allais dire. Et donc, il y a eu plus de frais dépensés pour l'accueil aux réfugiés que dans les pays aux revenus les plus faibles. Et donc, c'est un petit peu la situation que l'on peut observer. Et c'est les conclusions que l'on a pu tirer dans ce rapport. Les données que l'on a ne sont pas autant liées à la réalité de ce que l'on observe par rapport aux sommes disponibles pour le développement des pays tiers. Et puis, le recours aux prêts transforme complètement la manière dont l'aide au développement prend place, avec une grande augmentation depuis surtout 2023 comparé à auparavant, avant l'introduction de ce changement. C'est vraiment un tournant radical que l'on a pu observer.
euh, avec des milliards et des milliards de dollars américains, donc de très très grandes sommes d'argent. Une question importante et aussi c'est que cela ne se limite pas uniquement aux pays qui ont les plus grandes difficultés, mais cela affecte aussi les pays les moins développés. C'est vrai que notre rapport analyse, dit qu'il y a des prêts plus importants, qu'il y en a plus, mais aussi des prêts assortis de plus de restrictions. Par exemple, le Bangladesh qui reçoit 10% de son aide au développement sous forme de prêts, et puis plus de 60% de son APD sous forme de prêt avec des conditions de remboursement très strictes, très dures. Euh, En 2010, par exemple, ce sont des pays qui recevaient près de 28% et maintenant la chiffre a beaucoup baissé à 13%. Donc on voit que la répartition géographique a été très influencée. Je vais un peu vite parce que je n'ai plus beaucoup de temps. Euh, et donc, du point de vue de la qualité de l'aide, on voit qu'il y a toujours plus d'aide au développement, mais il y a plus de transactions. On parle de l'utilisation d'instruments privés, de recours aux prêts, par exemple, et non pas euh, d'autres éléments que l'on a pu entendre à la table des négociations avec des collaborations du Sud global, par exemple le soutien des budgets publics. Et donc ça, c'est vraiment un changement sur la période que nous avons pu analyser 2022-2023. Ça a été un moment important marqué par le soutien à la guerre en Ukraine. Quand tout a commencé, quand les bailleurs, bon, les bailleurs voulaient utiliser un soutien à travers l'aide publique au développement, ils ont pu le faire. Mais c'est vrai que voilà, ça a été ça a été un changement vraiment important pendant la période analysée dans notre euh, rapport. Et puis en termes de gouvernance, pardon, les décisions prises se sont faites un petit peu en arrière-fond avec très peu de contributions du Sud global, ce qui fait que c'est un processus de modernisation qui les laisse finalement pour compte, qui n'a pas eu de contribution depuis l'extérieur et les pays du Sud global ont pu transmettre un message très limité. Pourtant, ce sont eux qui subissent les conséquences de tout ceci. Et les réponses par rapport aux éléments techniques fait qu'on voit qu'il y a besoin de repenser un certain nombre de choses en termes de règles, en termes de pouvoir, avec des choses beaucoup plus ciblées, que la réduction de la pauvreté, la lutte pour l'égalité doivent être là en premier lieu, que l'aide doit être véritablement, ne doit pas inclure par exemple les coûts de l'accueil aux réfugiés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais uniquement vraiment être vraiment de l'aide au développement et avoir aussi retrouvé les éléments de concessionnalité et puis vraiment pouvoir fournir une aide publique au développement euh, qui est adaptée, que les pays reçoivent véritablement euh, cette aide et puis la question aussi de la démocratisation, de la gouvernance, parce que par exemple l'OCDE, c'est une organisation très exclusive qui a une valeur ajoutée pour bien des choses, mais qui aussi euh, peut avoir euh, d'autres désavantages, on va dire, dont il va falloir tenir compte, surtout dans le cadre des processus décisionnels. Et donc, euh, il est vrai que ceci euh, découle du fait que les règles du jeu ont changé euh, et la justice, le soutien et l'aide doivent être là pour les pays Thank you. du Sud. Voilà, merci. Thank you very much, Matt, for Merci a beaucoup, very Matt, thorough pour presentation. What the votre report is présentation très about, so you exhaustive can du read contenu de more ce rapport. in the Chers report. collègues, vous trouverez tout ceci en And détail this is, dans le rapport. as you said, Comme vous our l'avez dit, offer to euh, this debate, which il is s'agit an de ongoing mener le debate, débat which pour is a savoir debate that will comment
On peut aller plus loin, et bien sûr, ça ne va pas s'arrêter à aujourd'hui, il va falloir aller plus loin. Et donc, nous allons maintenant entendre euh, Jean euh, et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi c'est une période très difficile de restrictions pour l'aide au développement et comment la Belgique peut aider à reconfigurer une aide publique au développement qui fournit vraiment des résultats. euh, donc, le point de vue de la Belgique, quel est l'état des lieux, comment parce que vous êtes fortement exposé aux conversations qui ont lieu en ce sens. Vous connaissez bien la situation, donc nous serions intéressés par votre avis sur la base des réflexions. Alors, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. C'est formidable. Et puis, merci aussi pour le détail de ce rapport. Alors, moi, je ne parle pas au nom du gouvernement belge. Euh, Moi, je viens de ENABEL, qui est l'agence belge pour la coopération internationale. Donc, c'est un petit peu ma perspective que je vais vous donner, et celle de l'agence belge. Euh, et comment nous voyons l'évolution de cet écosystème de l'aide publique au développement. Et, nous avons différents partenaires avec lesquels nous échangeons régulièrement. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être plutôt mon point de vue personnel que je vais vous livrer plus que celui de représentant d'un organisme belge. Euh, mais bon, je voudrais d'abord souligner qu'il y a un paradoxe que nous vivons avec une population, par exemple, croissante en Afrique, euh, qui fait face à des réductions budgétaires venues du Nord. Et et je crois qu'il serait une erreur de penser que c'est juste une question qui se limite à la base. Ça a commencé en Europe il y a déjà bien longtemps. Ce n'est pas uniquement quelque chose qui vient des États-Unis. Les réductions, les coupes de l'aide. C'est peut-être facile de blâmer les États-Unis et de tourner le regard vers eux parce que nous sommes tous concernés et je crois que nous sommes tous à blâmer par rapport à l'évolution de tout ceci. Il y a des craintes qui avaient commencé déjà à se faire sentir en Europe il y a déjà bien longtemps. Nous sommes tous en partie responsables de cette situation. Je crois que nous avons créé un secteur, une industrie, et j'utilise ce mot de façon délibérée parce que beaucoup n'aiment pas de parler d'industrie, mais on a commencé avant que cela devienne une industrie. Il y a beaucoup de règles, de manières de faire, et beaucoup aussi de réticence au changement. Et pour moi, la première chose qu'il conviendrait de faire euh, du, depuis le comité de développement de l'OCDE, c'est de repenser les règles qui doivent s'appliquer à l'aide internationale. Je crois qu'il faut modifier le concept du sud global, nord global, hémisphère nord, hémisphère sud, faire évoluer ces concepts euh, parce qu'on ne peut pas assimiler les pays du Nord à un développement traditionnel et ceux du Sud à des pays en développement parce que c'est vrai que la dichotomie n'est pas si claire que cela. Quand on parle en termes de pauvreté, il y a de la pauvreté et il y a de la richesse de partout, en Europe comme en Afrique. Une autre erreur que fait, c'est qu'on pense souvent que le problème, c'est l'argent. Euh, Alors que le problème, c'est pas vraiment l'argent en soi, c'est la manière dont il est canalisé. Et donc là, il faut effectivement, comme le disait mon collègue, il faut pouvoir savoir pourquoi l'aide des agences de développement euh, ne sont pas suffisamment bien distribuées. Et alors moi, je préfère évidemment être à cette table pour pouvoir en parler, pour pouvoir être dans le feu
du débat. La question, c'est que l'on ne sait pas toujours parfois ce qui se passe et ce n'est pas suffisamment rapporté. Par exemple, il y a de très grandes compagnies, etc. Mais par exemple, si on pense au Nigeria ou à l'Indonésie, on on voit qu'il y a de très grandes délégations qui participent à CDP, les pays du soi-disant du Sud qui essayent eh bien, d'avoir une certaine influence sur les discussions à travers de grandes corporations. Et c'est ça le message aussi que je voulais transmettre. Et donc, je crois que il faut voir le volume des sommes d'argent qui sont envoyées, comment on peut eh bien, servir les fins du développement, comment on va pouvoir faire face aux nouveaux challenges que tous les pays ont à relever, comment l'aide peut être fournie, qui souhaite être assisté parce que tout le monde ne veut pas l'être ni au même moment ni de la même manière. Et donc, il faut pour cela changer les discours et ne vous y méprenez pas. Je sais que les questions de budget sont importantes et je voudrais que les budgets soient accrus, mais les politiciens doivent réaliser que parfois leurs arguments n'arrivent pas à convaincre en ce sens. Il faut réinventer la narrative et un concept qui soit plus logique par rapport à la réalité. Vous surprendrez bien. Moi, je suis beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup de partenaires, que ce soit des organisations de terrain ou des gouvernements, et beaucoup veulent ils veulent attirer des investissements dans leur pays pour réduire la dette, mais ils ne veulent pas d'aide, d'assistance. Ils veulent travailler ensemble, de manière conjointe, sur les questions communes, globales. Donc, d'après ce que j'entends, moi, les gens veulent s'associer, une alliance sur la base des intérêts communs et grâce à des accords plus égalitaires pour obtenir de plus grands budgets. Il faut convaincre la population et il faut penser aux concepts que nous utilisons et ajouter de la valeur à ces concepts. Moi, bien sûr, je suis partisan de la solidarité et je suis d'accord que cela doit être lié à la solidarité, mais ce ne sera pas à partir de la solidarité que l'on pourra augmenter les budgets. Parce que quand les gens entendent le mot solidarité, ils pensent au paternalisme, à la charité. Et si on veut convaincre la sphère politique que 5% du PIB devrait être alloué, et je crois que c'est un paradoxe total d'ailleurs de réduire la coopération internationale tout en augmentant le budget de la défense, mais il faut convaincre en modifiant le langage, les concepts, pour que les personnes comprennent mieux à quoi est destiné cet argent. Je sais qu'il y aura toujours des personnes en désaccord. Moi, je veux bien en débattre si vous voulez. On pourra en parler pendant les questions-réponses un peu plus tard. Mais bon, je vais vous raconter une anecdote. En Belgique, quand j'ai négocié l'an passé, j'ai lutté contre les coupes budgétaires. Il y avait des pays qui voulaient être plus drastiques, avec une réduction de 25% et même à 100% certains. Mais oui, bon, je ne vais pas nommer les partis politiques comme c'est enregistré online, mais bon, disons que il y a des pays qui défendent la coopération internationale, mais ceci dit, ils n'ont pas lutté contre les coupes budgétaires. Donc, si 25%
Si on réduit à cela 25%, une réduction en santé, en éducation, il y aurait certainement un retour de bâton. Mais dans ce cas, non. C'est difficile de convaincre la sphère politique. Mais pour en terminer sur une note positive, je veux vous dire qu'il y a beaucoup de ceux qui ne sont pas les suspects habituels qui veulent s'intégrer dans la coopération internationale. Il faut intégrer ces partenaires, il faut travailler avec eux. Par exemple, la Chine, pourquoi pas? Pourquoi la Chine travaille bien? Pourquoi elle change la manière de faire les choses? Et, il faut le voir. Et en Moyen-Orient, ils sont de plus en plus impliqués au niveau international. Pourquoi ne pas coopérer avec eux? Au Moyen-Orient, il y a aussi des moyens financiers, un désir d'investir avec des fondations. Par exemple, à Davos, une personne venue de Singapour, elle s'est approchée de moi et m'a expliqué qu'à Singapour, on joue pas beaucoup au niveau international, mais on veut en faire plus. On a beaucoup de ressources. Comment on peut travailler avec vous? Et je crois que c'est ça, la manière de faire pour chercher de nouveaux partenariats au-delà de notre zone de confort habituelle, traditionnelle. Je crois que c'est important qu'il y ait, qu'il y ait des lois qui n'empêchent pas que ces nouvelles parties intéressées puissent entrer dans la danse pour renforcer le système d'aide pour qu'il soit plus efficace. Par exemple, nous menons à nouveau une évaluation en Belgique pour voir comment améliorer le système de santé. Par rapport à l'étranger, le délai, c'était de 1 an et demi. Ce délai qu'on s'était donné, c'est trop long. Il faut être plus agile pour que notre travail soit moins complexe. Nous avons une liste d'indicateurs de 100 pages, c'est trop compliqué. Il faut obtenir des résultats plus simples, communiquer de manière plus simple ces résultats pour que l'on puisse voir l'impact plus facilement. Donc, je suis optimiste. Je pense que si on change quelques petites choses, l'argent va revenir, ressurgir. Il y a des risques, c'est vrai. C'est-à-dire la dichotomie croissante entre l'aide humanitaire et l'aide traditionnelle. Par exemple, en Belgique, l'aide humanitaire n'a pas été réduite et la majorité des pays n'ont pas réduit. Donc, il y a une réaction face aux urgences, c'est vrai, mais il y a des réductions des coûts budgétaires dans les systèmes fondamentaux de santé, d'éducation, de services de base. Donc, j'en reste là, mais on pourra y revenir pendant les questions-réponses. Merci beaucoup pour votre courage, pour être ouvert d'esprit. Merci de partager vos réflexions. C'est très important de les écouter, même si on n'est pas toujours d'accord. C'est une bonne base pour lancer le dialogue. Donc, voyons comment on peut multiplier par 2 des budgets. Bon, je blague, mais voyons, c'est important de penser à cela. C'est une bonne base pour poursuivre les conversations. Donc, Martha Dekele de l'Organisation de Development Transformation. Martha, vous avez été là, vous avez toujours été là, vous avez écouté nos interventions. Merci beaucoup d'être avec nous. Et les 2 questions que j'ai à vous poser, que nous voulions vous poser, sont les suivantes. D'une part, quel a été l'impact sur le terrain des tendances récentes en matière d'aide? Et par ailleurs, quelles sont vos réflexions
par rapport au contexte en termes d'aide au développement? Et deuxièmement, comment peut-on réimaginer l'avenir de l'aide? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce que l'on peut faire? Martha, merci à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui? Bien, parfait. Bien. Euh, Super. Donc, j'ai écouté. On peut évaluer les conséquences, les effets de tout cela. Je dirais que ça fait longtemps déjà que c'est en gestation, cette tendance. Si on regarde les données de 2005 à 2024, l'aide publique au développement en Afrique nous montre des chiffres. Par exemple, en 2015, quand les projets, les budgets étaient de plus en plus réduits avec des cycles de plus en plus brefs de projets. Donc, au cours de ces derniers 20 ans, on s'est rendu compte que tous les projets, après 5 ans, il y a une réduction de 1/3 des fonds qui avaient été engagés. C'est une tendance. Ça fait longtemps que ça dure. Il est vrai que, par exemple, l'aide au Rwanda en termes de santé a été réduite à hauteur de 69%. Au Libéria aussi, en Éthiopie, d'où je viens, dans d'autres pays. J'ai regardé les chiffres de 2005 à 2021 en Éthiopie, et notamment dans le secteur de la santé qui a été le plus affecté, le plus gravement affecté. Les résultats sont les suivants. Les politiques liées à la santé sexuelle et reproductive ont été très affectées. 94% de l'aide a été réduite. Et vous pouvez imaginer l'impact sur la santé des femmes, sur la santé reproductive. Donc, ce secteur dépendait complètement de l'aide. L'éco budgétaire également dans le secteur de la santé, de la santé reproductive. Nous indique que le changement n'est pas tant drastique, mais ça vient de loin. Ça vient aussi des changements de comportement personnel. Quand il y a des changements, pas forcément de l'aide ou de ce qui se passe dans les zones de conflit, qui sont d'autres variables. On voit il y a des conséquences énormes, bien sûr, même s'il y a beaucoup d'autres facteurs. En tout cas, ce qui est très important, très intéressant pour moi, c'est quand on se demande la chose suivante. Comment réimaginer l'avenir de l'aide publique au développement? Pour moi, il faut refuser les coupes budgétaires, la technocratie, et il faut commencer à demander, exiger que ce soit une question politique. L'aide publique au développement entrer dans un discours d'efficacité technocratique. Et ça n'a rien à voir avec le reste. Pour définir le cap de l'aide, de fait, il faut penser à ce chaos que l'on vit en ce moment. Il faut tirer parti de cette crise. C'est vrai que ce système a éclaté, on l'a démasqué, ses failles. Il faut l'analyser, mais ce système était déjà défaillant. Donc, c'est vrai qu'il y a des problèmes de coordination, qu'on peut essayer de trouver des solutions, qu'il y a des silos, on essaie de trouver des solutions en modernisant, en établissant des standards dans la gouvernance. Si nous optimisons les flux, on pourra reconstruire le système. Ça, c'est très
technocratique comme discours. Donc, depuis une compréhension systématique des structures, nous pourrions repenser l'architecture financière globale, là où s'inscrit l'aide publique au développement, aussi dans les questions climatiques, c'est un très bon exemple. Donc là, nous analysons à quel point il y a une dérivation dans les gouvernements africains en 2022. 57% de l'aide est passée par les questions climatiques. 57% donc de cette aide a été prêtée sous forme de crédit. Donc, de quoi parlons-nous? La conception fonctionne en faveur du capital. Ça favorise le contrôle des bailleurs de fonds et ça peut générer des irresponsabilités. Ça déplace la responsabilité vers ceux qui reçoivent l'argent. Dans l'idée de la gouvernance, comment faire? Trump, par exemple, à qui est-ce qu'il rend des comptes? On parle toujours de la corruption dans les pays qui reçoivent l'aide, comme si la corruption était exclusive des pays récipiendaires. On sait que le système a créé des opportunités d'investissement et également des crises. Donc, toute cette conversation sur la réforme, c'est une manière d'affiner la machine qui crée des injustices. Donc, la nuance politique d'une aide future, pour la réimaginer, d'après moi, devrait commencer par un questionnement. Qui définit le problème? Qui trouve la solution? Est-ce qu'il y a un groupe qui tire profit des solutions proposées? Si la solution réimaginée va être au service du capital, est-ce que ça va perpétuer le paternalisme? Alors, il faut reconnaître les actions irresponsables du point de vue historique, depuis l'esclavage, le colonialisme, le néocolonialisme, donc le pillage des ressources. Voilà les questions clés. Toute réimagination du système des aides doit se poser ces questions pour penser à la coopération avec ces questions en ligne de mire. En tant que personne africaine, il faut se demander, est-ce que ça soutient, est-ce que ça favorise la souveraineté sous toutes ses formes? Souveraineté épistémologique, alimentaire, énergétique, parce que ça doit être basé sur une collaboration, un soutien aux actions. Oui, on a perdu la connexion avec la salle? Oui, chers interprètes? On a perdu la connexion avec la salle? Marta? Martha? Martha? Oui, je me demandais si on avait perdu la connexion. Oui, on vous entend bien. Oui, on vous en... Essayez? Oui. Oui, il y a eu un problème, en effet, avec la connexion, même auparavant. Donc, on a eu du mal à écouter les dernières phrases. Donc, peut-être que vous pouvez reprendre sur la souveraineté et puis la réflexion sur la question de la souveraineté. Oui, je disais, vous m'avez entendu, la souveraineté doit être connectée à une collaboration honnête pour refuser les solutions imposées. Oui,
Ce que j'essaie de dire, c'est que tout type de coopération pour le développement, dont l'aide, si on veut réimaginer tout cela, ce ne serait pas pour restaurer ce qui existait. Mathieu l'a dit. Il faut tirer parti de cette crise pour construire une coopération qui respecte la cohésion sociale, les valeurs communautaires, les connaissances autochtones propres, les priorités économiques, les pratiques locales. L'aide a été utilisée pour générer des institutions parallèles, des mécanismes, même comme point d'entrée politique. Ça a été utilisé pour désindustrialiser l'Afrique au XXe siècle. Donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que quand nous parlons de la coopération au développement, y compris les programmes d'aide, donc il faut travailler à ce qu'elle ne soit pas apolitique, ahistorique, en commençant par une conversation honnête. Merci beaucoup, Martha. Merci beaucoup. Donc, on a réussi à résoudre les problèmes techniques. Merci pour votre intervention, Martha. Merci pour ces réflexions que vous avez partagées. Nous passons la parole à Ruth Faber. Comme nous l'avons dit au début, Ruth fait partie du Conseil de Concorde. Donc, c'est un plaisir de vous recevoir. Quel peut être le rôle de la société civile européenne pour avancer? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont vos réflexions à partir de ces questions? Merci beaucoup, Martha. Ça a été super d'écouter vos réflexions. Et oui, quand j'ai vu ces questions que l'on m'a posées, je me suis dit, oui, je pourrais parler très longuement des organisations de la société civile au cœur de ce redéveloppement, de ce changement, mais je me suis rendu compte qu'il fallait que je parle des organisations de la société civile européenne et je me suis dit que bon, c'est beaucoup plus difficile que parler de la société civile en général. En tout cas, je vais essayer de faire au mieux. Je vais peut-être parler de la société civile européenne un peu, mais bon, quand je vais essayer d'expliquer en tout cas quand je parle de l'aspect européen ou en général. Merci beaucoup, merci pour le rapport. Je vous incite à le lire, c'est un très bon travail. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, je parle au nom de Concorde et dans ce contexte, parfois, je sais, c'est pas seulement moi en tant que personne, derrière moi, et je représente Concorde, mais il y a 87 personnes et réseaux inclus dans Concorde qui en font partie. Et derrière toutes ces personnes, des milliers d'ONG européennes. Donc, vous imaginez tout ce cadre, quand on dit Concorde, on travaille avec des réseaux, des collaborateurs de la société civile en Amérique latine, dans les Caraïbes, dans les zones arabes, en Afrique occidentale et centrale. Et je suis sûre que nous sommes présents aussi dans d'autres endroits. C'est un réseau européen, Concorde, mais notre travail de plaidoyer porte de plus en plus sur le dialogue avec la société civile du Sud global. Et cette implication, on la voit comme quelque chose d'essentiel pour notre travail. Ça inclut la gouvernance de l'aide publique pour qu'elle soit inclusive. Le rapport nous montre la totalité et l'objectif de l'aide publique qui a complètement changé. Ça nous rappelle que l'aide publique au développement a été reconsidérée pour servir aux intérêts géopolitiques. Donc, ces priorités nationales peuvent sembler être
européenne dans le cadre des intérêts géopolitiques. Donc, alors que l'objectif initial de développement durable et de réduction de la pauvreté, alors c'était ça au départ. Eh bien, maintenant, la définition est plus souple. Eh bien, dans ce cas-là, le rôle de la société civile est encore plus essentiel. Peut-être qu'il y a trois fonctions que je vais essayer de détailler à partir du rapport. Je peux vous expliquer cela aujourd'hui. Tout d'abord, la société civile est toujours indispensable comme acteur dans la reddition de comptes. On utilise cette idée de chien de garde, mais bon, il pourrait être enfermé dans un jardin en train d'emboyer, enchaîné à sa niche. Mais bon, on peut utiliser ce concept de chien de garde-fou. Donc, avec cette vision critique, c'est un autre cadre. On peut nous penser comme des amis critiques, on est présent dans les conversations, comme une personne constructive qui travaille, mais qui fait des commentaires constructifs et c'est une personne aussi disponible pour dire clairement quand un système perd le cap. À Concorde, nous avons parlé de l'aide officielle au développement. Ça fait 25 ans que nous avons une certaine expérience dans le suivi de l'aide officielle, de l'aide publique avec le Watch Report de l'Union européenne. Et c'est très bien de voir la complémentarité entre le rapport d'Eurodad et le rapport que l'on émet à Concorde. Beaucoup de conversations entre les deux organisations ont permis de renforcer les méthodes de débattre sur les résultats. Donc, le Watch Report, le rapport de vigilance sur l'aide publique, ce serait un exemple de cette fonction d'amis critique que pourrait occuper la société civile. On peut être ami, critique et vigilant. C'est important d'exiger la transparence, de remettre en cause les distorsions et défendre le noyau de l'aide publique au développement. Notre fonction comme société civile n'en reste pas à cette critique. Il y a aussi un rôle, une fonction plus imaginative que l'on peut jouer en tant que société civile. Je pense qu'on a déjà mentionné cela. La société civile peut être considérée comme un acteur créatif qui peut aider à réimaginer l'avenir de la coopération au développement. Il y a une phrase que j'aime bien dans le rapport de Rodal qui parle de la restauration de l'intégrité de l'aide qui demande un peu plus que du bricolage technique et ça demande un engagement avec la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il y a une fonction clé pour la société civile dans ce processus de réimagination que Mathieu a mentionné dans son intervention clairement, Martha également. L'implication, la conséquence, c'est que la société civile n'est pas seulement nécessaire pour signaler ce qui va mal, mais aussi pour exprimer comment serait un système plus juste. Il y a beaucoup de collègues de Concorde dans la salle aujourd'hui et je crois qu'il y a des séances qui sont prévues de manière hebdomadaire où on demande d'être créatif et imaginatif pour imaginer d'autres choses et c'est super de voir les réflexions mises aujourd'hui. Ces interventions vont être débattues au cours des prochains jours dans nos contextes. En même temps, je crois que la société civile peut apporter des modèles de coopération qui vont au-delà des canaux bilatéraux traditionnels. Par exemple, la coopération sud-sud, d'autres approches face au développement, de l'établissement de collaborations qui ne renforcent pas les hiérarchies existantes. Les acteurs de la société civile travaillent avec de nouvelles manières imaginatives qui sont en cours d'apprentissage sur différents modèles de collaboration, de travail en commun dans ces pratiques. C'est très important de reconnaître les solutions, les expériences qui
qui ne viennent pas forcément des bailleurs de fonds, mais qui sont générés bien souvent dans les pays avec qui on collabore. Les bailleurs de fonds peuvent avoir un rôle de soutien, pas forcément directif dans ce contexte. On peut également parler d'un développement mené au niveau local. Donc, comment générer plus d'espace pour le leadership local sans que ce soit nous-mêmes qui établissions l'agenda, mais que ce soit fait au niveau local. Il y a des pressions toujours plus grandes sur l'investissement. Donc, il faut pour cela innover. Martha nous en a parlé. C'est un moment de crise. Comment utiliser cette crise, ce moment de crise, en tirer parti pour changer très précisément les choses, la donne, pour améliorer les choses, pas seulement changer les choses. Et troisième fonction de la société civile, ce que je veux mentionner, c'est le rôle de la société civile, le rôle qu'elle pourrait jouer pour renforcer la contribution, nos contributions pour l'avenir. On veut créer des espaces en Europe et avec des partenaires globaux dans le dialogue pour résoudre des problèmes et pour réimaginer collectivement le système. Et peut-être que c'est ce à quoi vous faisiez allusion. On peut faire entrer de nouveaux acteurs et élargir ces partenariats, ce dialogue à d'autres acteurs. Au moins, pour Concorde, c'est un rôle que nous voulions assumer de plus en plus. Ces nouveaux acteurs sûrement pourraient inclure le secteur privé et d'autres acteurs qui ne viennent pas du secteur traditionnel de l'aide au développement. C'est un changement, certes, c'est quelque chose que nous devons explorer, analyser, et je pense que Concorde peut jouer un rôle dans ce dialogue, dans ce changement à l'avenir. Il ne s'agit pas forcément d'ignorer la reddition de comptes, la transparence, l'engagement, mais ce que nous voulons, c'est élaborer d'autres formes, d'autres façons d'y penser. Et il y a des rôles que la société civile ne peut pas jouer. Bien. Et donc, nous espérons, maintenant que nous avons récupéré la connexion, et que nous allons pouvoir reprendre, parce qu'évidemment, il s'agit d'un changement de pouvoir avec des processus de consultation, des recherches de partenaires dans l'hémisphère sud. Et donc, cela va devoir retrouver sa légitimité et pouvoir bien, découler d'un exercice collectif où les gouvernements, les sociétés civiles, etc., vont pouvoir inclure différentes parties prenantes, notamment celle du secteur de l'aide au développement. Et puis, bien entendu, il y a la redevabilité. Il y a aussi l'aide qui c'est un petit peu c'est ce qui est important. C'est pas l'idée, ce n'est pas de revenir en arrière où on était, c'est redéfinir, réimaginer le système pour un système plus équitable, plus juste, plus inclusif. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant de vous entendre et d'avoir vos réflexions par rapport à ce que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire du côté de la société civile? Cela jette une lumière intéressante sur notre débat. Nous avons maintenant le temps
pour un échange avec le public ici, le public qui est en ligne, qui nous suit en ligne. Et on peut peut-être prendre des questions, des commentaires aussi. Martha, si vous avez des réflexions particulières à apporter ou des messages à transmettre, n'hésitez pas. Ma collègue Stéphanie va nous aider avec la partie des participants qui sont en ligne et qui souhaitent intervenir lors de cette rencontre. Et donc, d'abord, alors la première demande de parole est bienvenue. Merci beaucoup. Je connais Eurodate depuis très longtemps. J'ai pu observer un véritable esprit de participation et d'envie de réforme. Je voudrais dire qu'il y a une très bonne volonté dans ce processus de réforme. Et oui, c'est vrai que il y a des rapports qui ont été faits, mais il y a des équivalents aussi dans divers autres éléments. C'est vrai que il faut insister sur la relevabilité des bailleurs, comme cela a été dit. Et puis ces 20 dernières années, les allègements de dettes ont eu lieu, mais ils découlaient de certains processus. Et c'est vrai que il y a eu aussi le changement des règles du jeu qui a été mentionné. Que peuvent faire les différents pays, quels sont les éléments de crédit qui interviennent. Et il y a aussi tellement d'aspects qui sont là. Et il y a la question des microcrédits, il y a la question, est-ce qu'il est possible de reformer cette aide au développement? Est-ce qu'il faut apporter des changements aussi draconiens parce qu'on n'y avait pas pensé, ça n'avait pas été conçu comme ça initialement. Et donc, je crois que peut-être il est temps de considérer que il faut voir quel est le rôle des ONG, par exemple. Et surtout, il ne faut pas hésiter à sortir de la zone de confort parce que c'est un changement très important qui est là. Il faut essayer de se centrer là-dessus. Il faut surtout voir que l'aide au développement peut être très coloniale, mais paradoxalement aussi, elle peut sauver des vies et aider. Donc, comment est-ce qu'on trouve le juste milieu, si vous voulez? Merci beaucoup. Alors, d'autres réflexions maintenant aussi, allez-y. Je suis de Heights-Phone et je voulais poser certaines circonstances. Ma question, la Commission a fait assure 90% de l'aide au développement et nous espérons que tout ceci puisse l'idée c'était d'avoir une augmentation qui va servir de moteur. C'est vrai que vous avez critiqué ce qui était augmenté, mais est-ce qu'on pourrait reconfigurer une aide au développement qui ne soit pas basée sur la solidarité, qui, bien entendu, je crois que l'idée dans cette salle, de la part de tout le monde, c'est vraiment d'avoir ce rôle, d'avoir un rôle bien défini de l'aide au développement, mais comment est-ce qu'on pourrait repenser tout cela d'une façon qui soit dans la lignée de ce que l'on souhaite, mais qui évite les écueils que vous avez mentionnés.
Je ne sais pas si je suis claire. Merci beaucoup. Allez-y, oui. Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Merci à vous pour votre modération. J'aimerais revenir euh, au principe d'efficacité de l'APD. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis Jean-Claude Poirin de la Commission européenne et membre aussi de l'OCDE. Et donc, je voulais revenir au principe qui était la raison pour laquelle tout ceci a commencé il y a 20 ans, et pas uniquement parce qu'il s'agissait d'avoir une coalition avec des membres venant de grands pays, etc. Il s'agissait d'avoir une aide qui allait être gérée, et cela se basait sur des principes. Et l'idée, c'était que la gestion des fonds était faite par les pays qui étaient chargés de faire parvenir cette aide au développement. Alors, comment on peut revenir à ces principes? Est-ce que la manière dont l'aide est donnée, parce qu'il y a beaucoup de formes d'aide, il y a des formules mixtes, il y a des prêts, etc. Mais où en sont ces principes? Et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider peut-être à reconfigurer le système actuellement? Merci beaucoup pour votre question. Alors effectivement, dans le rapport, il y a des réflexions sur les principes et la manière dont la qualité de l'aide a changé au cours du processus de modernisation. Il y a des réflexions effectuées. Et donc, merci pour votre question. D'autres questions, d'autres éléments? Oui, je suis Magdalena de ULAC Network, du réseau ULAC, et nous travaillons en Amérique latine. Nous avons perdu la connexion. Un petit commentaire rapide. C'est très intéressant d'entendre ce qui a été dit. Parce qu'il y a aussi une question de maintien du pouvoir et des intérêts. Cela fait qu'il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait en Amérique latine de la part des ONG, etc. Mais maintenant, la question, c'est de savoir comment décoloniser, comment continuer à travailler. Ce n'est pas facile ce que nous devons faire parce qu'il y a d'autres problèmes à résoudre aussi en même temps. Je crois que nous devrions plus mettre tout ceci sur la table quand on parle de l'OCDE, parce qu'il y a énormément d'idées que l'on pourrait soumettre. Et une question que je voulais pour la passerelle Global Gateway qui a été citée, les principes de solidarité. Et je voudrais savoir quel type d'investissement on peut penser, parce que les pays en Amérique latine, par exemple, il faut de l'argent pour investir. Il faut des fonds pour bénéficier au public, à la population, etc. Et donc, comment on peut faire depuis l'Europe, comment ça va se matérialiser? Merci. Merci beaucoup, Magdalena. Revenons peut-être à la question alors la dame au fond de la salle. Et puis ensuite, les membres du panel répondront. Alors, ma question va pour Martha. Je travaille pour une agence africaine sur les questions énergétiques. Et ma question est liée au nouveau discours en lien avec l'aide au développement et à la manière dont on investit. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. La situation de l'Afrique est sérieuse. Il y a une question démographique à prendre en considération.
Et puis, il y a des personnes qui ont une bonne éducation, qui ont les aptitudes pour eh bien, réaliser des choses en termes d'aide au développement. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas besoin uniquement d'investissement, il y a besoin de capacité de transformation, il y a besoin de réfléchir sur d'autres questions comme la digitalisation des éléments techniques. Par exemple, ce n'est pas uniquement une question d'argent. C'est une question de collaboration, de travail en partenariat. Et l'Afrique, nous travaillons en Afrique avec les organisations de la société civile. Vous savez, pour eh bien, mieux aborder les questions liées aux différents secteurs. Vous savez aussi qu'il y a une question des problèmes de sécurité en Afrique et il y a des questions aussi de conflits. Cela veut dire que si on parle des ressources et de l'exportation des ressources de la part des entreprises européennes, il faut créer un climat de confiance et en fait, on place dans ce sens les entreprises européennes. Veuillez nous excuser, nous avons perdu la connexion à nouveau avec la salle. Bien, les questions de sécurité, je disais, sont importantes et puis il y a la façon de gérer aussi les ressources qui est également très, très importante et délicate auquel on doit s'attacher. Il semble manifestement qu'il y ait un problème de connexion avec la salle. Malheureusement, nous reprendrons l'interprétation dès que possible. Merci. Question from them is no, we have a budget of 180 million US dollar. We want to invest in Africa. We want to work with you. Azerbaijan, they are not in the OECD. They are not counted as ODA, but they have 180 million to invest in Africa. But we don't work with them. And my first reaction was, oh, maybe then. So that's what I need to change the concept of ODA as a small club of rich countries defining the rules. We need to enlarge quickly. But that's the whole essence of OECD. So that goes beyond my pay grade, OECD. But what can be done? Question on MFF. I'm not sure if it was for Matt or for me, for him, right? Yeah. But you are right that if you want to increase the MFF budget, you need Il y a une autre question qui a été posée. Et donc, si il faut parler de la langue du FMI, le FMI ne va pas aider. Mais il y a un grand budget chez eux. Si on le fait bien, l'argent peut revenir à flot. Et les principes de l'aide publique seront encore validés, bien sûr. En ce que soit votre question sur la souveraineté. Quand je lis un document, où moi je vois la Belgique, Singapour, et je regarde si ça marche. Ou une ville au Belgique avec un indice de chômage. Imaginez que l'organisme de développement chinois, coréen parle avec la mairie. Donc ils nous disent oui, là c'est une ville corrompue, c'est pas bien géré dans les fonds. On va vous aider en vous donnant des formations et en vous donnant 10 millions d'euros et on va changer le gouvernement. Le gouvernement chinois nous dit bon d'accord, il y a cette fabrique. Cette usine, on va introduire de la biotechnologie, et on va faire des voitures électriques. Donc, quelle sera l'aide technique et dans quel paquet? Donc, pour répondre à votre question, il faut
une approche plus holistique en combinant ce sur quoi on est bon, ce que font les ONG, le soutien sur la gouvernance, l'appui technique et améliorer les prestations sociales. Mais il nous faut un paquet d'investissements parce que c'est ce que les pays collaborateurs veulent et la propriété du processus viendra de là. Mon rêve, j'en suis très fière parce qu'on a pu offrir un soutien technique à l'organisation du sommet sur l'innovation technologique et nous avons aidé des pays qui n'étaient pas bons pour faire venir des soutiens financiers. Alors, on n'est pas très visible, mais on réussit à payer avec certains pays africains pour que les finances puissent arriver. On les aide à entrer dans des mécanismes où il y a beaucoup d'argent disponible qui ne va que dans certains pays, comme des organisations des Nations Unies, mais qui n'arrive pas dans tous les pays. Et c'est là où on se pose la question de la propriété. Quand on travaille avec les collaborateurs pour faire venir des financements qui ne vont pas pour vous, mais qui vont à votre collaborateur, oui, ben, je suis d'accord avec vous. Il faut travailler avec des pays pour attirer les investissements. C'est le cap à prendre. C'est un facilitateur pour travailler avec des collaborateurs pour attirer des financements et pour utiliser l'aide publique comme un argent qui permet de semer les semences. Donc, pour lutter contre l'inégalité, on a bien sûr besoin d'améliorer les ressources. Ah, le monde est hostile. Il y a des multimillionnaires des milliardaires qui accumulent l'argent, c'est vrai, mais il faut pouvoir parler leur langage pour être plus convaincant que eux. Je vais rester là. Bien, très bien. Beaucoup de questions très intéressantes qui ont alimenté la réflexion de nos panélistes, mais bon, je vais vous demander de garder vos réflexions pour l'observatoire de clôture. Je ne sais pas si il y a d'autres commentaires dans la salle avant de faire quelques remarques de clôture. Quelqu'un d'autre là? Oui? C'est pas une question, mais c'est un commentaire. J'aimerais parler de l'importance de la langue. On parle de la modernisation de l'aide publique au développement, mais ce que vous présentez comme une aide modernisée, vous avez présenté une série de réformes, mais c'est pas la modernité à laquelle je pense, pour laquelle je travaille. Donc peut-être qu'il faudrait arrêter de parler de la modernisation de l'aide publique au développement. Je ne sais pas quel serait le mot que l'on pourrait utiliser. Oui, parler du langage. Donc, ça m'a interpellée, bien sûr. Oui, c'est vrai. Vous avez faire cette réflexion. On a fait une réflexion interne chez Eurodat quand on a élaboré un avant-projet. Donc, dans le rapport, vous allez voir des guillemets parce que c'est pas forcément de la modernisation que l'on veut voir, que l'on recherche. Oui, il faut remettre en cause la manière dont l'OCDE exécute, réalise cet exercice. Donc, on le fait, nous, on appelle à la modernisation, c'est vrai, c'est notre manière de prendre du recul par rapport à ce langage. Si vous trouvez d'autres solutions qui n'est pas modernisation entre guillemets, des guillemets, dites-nous parce qu'on est toujours en recherche d'un meilleur terme. Est-ce qu'il y a des questions chez auprès des participants online, s'il vous plaît? Oui, dans les questions-réponses, peut-être on pourrait parler de l'implication des pays récipiendaires, comment ils peuvent être mieux positionnés, comment ça peut améliorer l'efficacité, la transparence. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et donc on va écouter les réflexions de ce qui est considéré. Donc on va se diriger vers la clôture de cette réunion. Il est un peu tard. Martha, à vous, vous voulez commencer? Oui, merci. Il est très tard ici.
Et mes enfants m'attendent. Mais ça va, pas de problème. Une réflexion, tout d'abord. Monsieur, tout d'abord, disait l'aide, l'héritage colonial en 1965, le grand leader africain Nkrumah au Ghana, il y a très longtemps, a dit que l'aide est utilisée comme un outil néocolonial. Et ça fait 60 ans qu'il a dit ça. Et donc, c'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau avec Monsieur Trump. Mais non, il faut être honnête. On le sait. Avec toutes les études, on avait l'air d'être surpris de savoir que les États-Unis avaient soutenu les changements de gouvernement. Ben, on le savait parfaitement, on parlait d'éducation civique, mais en fait, c'était une manière de préparer les leaders suivants en éliminant un dirigeant qui pourrait être plus difficile. C'était un outil politique, ça a toujours été. Ce sont les conversations honnêtes que nous devons mener dès le début et avec des expériences réelles. Et je voudrais en terminer avec une préoccupation que j'ai écoutée dans la salle. Quand ma collègue intervenait, oui, non? Oui, quand vous parliez du mot investissement qui a été utilisé à ma reprise, le collègue belge parlait du sommet climatique africain. Donc, on parle de financement, de la commercialisation de l'eau, des ressources naturelles, du territoire, des forêts, des arbres et la marchandisation de l'atmosphère même, du carbone, les marchés du carbone. Et il faut faire très attention quand on introduit le mot investissement. Il faut savoir que l'on parle de ressources publiques, notamment en ce qui concerne le climat. Il faut faire très attention pour ne pas perpétuer l'extractivisme, pour continuer à, pour ne pas continuer à travailler pour les 1% qui pillent la terre. Merci. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci pour ça. Merci d'être resté avec nous. Il est très tard. Merci pour cet effort, Ruth. Vos dernières réflexions. Il y a beaucoup à dire, je sais, mais dites-nous, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je vais être très brève, parce que je crois que des débats de ce type, et ce que je voulais vous dire, tout cela qui demande une réflexion, une réimagination, une recréation, ça demande du temps, des ressources, des gens, plus de temps encore. Donc, tout ça, ce sont des choses dont nous ne disposons pas là maintenant. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de choses qu'on nous invite à faire, des choses immenses, mais l'espace où nous fonctionnons pendant tout ce temps-là est de plus en plus hostile, difficile. Donc, je veux admettre cela. On veut penser, on veut s'engager, mais en même temps, nous rencontrons nombre de difficultés. Oui, en effet. Merci beaucoup pour ces commentaires de clôture. Matt, vos dernières réflexions, beaucoup de choses ont été entendues, il y a eu beaucoup de questions, de commentaires. Je crois qu'on a ébauché une voie à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est un chemin difficile. Pour revenir sur ce que disait Ruth et au début et sur ce qu'a dit Martha également,
pour revenir à la question de l'efficacité. On n'a pas dit reprendre le cap parce que ça partait du principe qu'il y avait déjà un cap et on en a parlé la semaine dernière de la crise du multilatéralisme. Et ça, c'est le défi parce que nous avions ce problème pour communiquer auprès du public. Ça a été envisagé. Comment est-ce qu'on peut dire à la sphère politique que les choses doivent être plus liées à la solidarité? Quand eux, ils veulent parler d'investissement, je voudrais faire le lien avec le concept d'efficacité. Je ne sais pas comment avoir un agenda sur l'efficacité en alignant avec les priorités nationales tout en parlant d'intérêt mutuel. C'est erroné. Quand on parle d'une aide publique qui va être au bénéfice de qui quand c'est aligné sur les intérêts nationaux? Voilà, c'est tout un défi pour moi. Voilà. Dernière question que j'envisagerais, l'information, comment elle est utilisée, la communication et les manières obsolètes de communiquer ne sont pas à la hauteur pour une réforme, mais nous devrions y réfléchir. Tout l'agenda de réforme, comment faire sans perdre de vue les obligations historiques, les responsabilités que nous avons, les responsabilités assignées à la coopération au développement et à l'aide. Merci beaucoup. Avec tout ce qui a été dit, et je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je veux vous donner 2-3 phrases. Comme a dit Martha, nous devons tirer parti de cette crise pour repenser du tout au tout, pour établir un système plus juste. L'année dernière était très difficile et cette année devrait être encore plus difficile.